Salut à tous, bienvenue dans Sens Public, l'émission qui donne du sens à l'actualité. On est ensemble pendant 90 minutes avec nos reportages, nos experts, nos chroniqueurs. Voici le sommaire de ce mercredi 25 juin. Un programme nucléaire complètement anéanti selon Donald Trump, simplement retardé. Selon un bilan du Pentagone qui a fuité dans la presse, que reste-t-il du programme nucléaire iranien après 12 jours de guerre avec Israël? Quel avenir pour la République islamique dans un Moyen-Orient complètement reconfiguré? On en parle dans cette émission. C'est une question qui nous concerne tous. À qui confier nos aînés et nos enfants? Dans Sens Public, on revient aujourd'hui sur les scandales révélés par le journaliste Victor Castanet autour des EHPAD et des crèches privées, maltraitance, humiliation. Qu'est-ce que nos enfants ont fait pour mériter ça? Dans cette enquête, des centaines de témoins mettent au jour un vaste système de maltraitance qui se fait au détriment de l'argent public, des salariés de crèche et surtout de nos enfants. Avec, je le rapporte, des séquelles qui peuvent perdurer pendant plusieurs années, voire sur une vie entière. Le secteur privé sur le banc des accusés, la recherche de profit est-elle incompatible avec la qualité des soins? Est-ce que tout est vraiment plus rose dans le secteur public? On en parle avec nos experts dans 45 minutes. Mais d'abord, retour sur ce que Donald Trump appelle la guerre des 12 jours. Les historiens ne retiendront peut-être pas cette appellation, mais une chose est sûre, le conflit entre Israël et l'Iran laissera des traces. Jonathan Dupriez. Donald Trump n'a pas le triomphe modeste. Après les frappes de ses bombardiers sur les 3 principaux sites nucléaires iraniens, de Fordo, Natanz et Ispahan, le président des États-Unis assure avoir terrassé le programme nucléaire de Téhéran pour des décennies. Au sommet de l'OTAN à La Haye, il a certifié que l'Iran avait vu ses infrastructures détruites et que le régime n'avait pas pu dissimuler ses 400 kilos d'uranium enrichi avant les frappes. Je crois que c'était une destruction totale. Je pense que les Iraniens n'ont pas eu la possibilité de retirer quoi que ce soit, parce que nous avons agi rapidement. Et puis ils savaient qu'on allait arriver, et donc ils savaient qu'il ne fallait pas rester sur le site. Sauf que son allié israélien nuance fortement cette version. Au 2e jour du cessez-le-feu, l'armée parle d'un coup dur pour le programme nucléaire iranien, ce que confirme Téhéran. Mais dans le même temps, Tsahal affirme qu'il est prématuré d'évaluer les dégâts réels sur les infrastructures iraniennes. Je dis cela humblement, il est encore trop tôt pour faire une déclaration définitive. Nous enquêtons et examinons les résultats de nos frappes sur l'ensemble du système et les différentes composantes du programme nucléaire iranien. Nous l'avons souvent qualifié de puzzle. Hier déjà, la version américaine était mise en doute par plusieurs médias outre-Atlantique, révélant une note du renseignement. Selon le document, les bombardements américains n'auraient pas totalement éliminé les centrifugeuses ou les stocks iraniens d'uranium enrichi. Prudents quant aux effets réels de ces frappes, les Européens tentent toujours de faire revenir Téhéran à la table des négociations. Nous attendons de l'Iran qu'il reprenne sans délai la voie du dialogue afin d'aboutir à une solution diplomatique robuste, vérifiable et durable, répondant aux inquiétudes légitimes de la communauté internationale sur le programme nucléaire iranien. Nous sommes déterminés à conclure un accord qui prendra en compte le régime de non-prolifération, la stabilité régionale et nos intérêts de sécurité européens. En marge du sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron évoquera le sujet ce soir avec le patron de l'AIEA, l'agence de l'ONU pour l'énergie atomique. À ce stade, le chef de l'État n'a pas souhaité se prononcer sur l'étendue des dégâts sur le nucléaire iranien. Après 12 jours de combat, l'heure est un premier bilan militaire et politique. Le régime iranien affaibli sans aucun doute. Mais à quel point? Pour en parler, pour en débattre, on accueille Ayşegül Sert. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes journaliste turco-américaine, professeure à l'école de journalisme de Sciences Po. Merci d'être avec nous. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales. On salue aussi Anton Oberdov. Bonjour. Bonjour Steve. Éditorialiste politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe actuellement. Vous avez Trump qui dit ce programme nucléaire complètement anéanti. Vous avez ces fuites, volontaires ou non, d'ailleurs dans la presse, qui disent pas forcément complètement anéanti. Les Israéliens sont plus prudents. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Bon, on sait déjà qu'il y a 2 personnes pour qui ça va chauffer. Celui qui a fait fuiter
ce pré-rapport des services de renseignement. Le FBI est déjà dessus, c'est ce qu'a prévenu le secrétaire à la Défense américain. Et puis ensuite, celui qui en Iran a déclaré hier que rien n'avait été détruit, parce qu'il a été démenti aujourd'hui par Téhéran, disant non, si, tout a été détruit, pas de problème, toutes ces phrases ont été frappes ont été incroyablement efficaces, on n'a plus rien. Histoire de dire qu'il fallait rentrer dans la négociation très très vite et qu'il ne fallait pas énerver les Américains sur ce sujet, qu'ils n'avaient pas envie d'y revenir. Si je comprends bien, là on assiste à un jeu de dupes, il y a une mise en scène complètement théâtrale aussi, c'est une fuite, vous parlez tout de suite de fuite, vous, pour le renseignement américain, c'est quelqu'un qui en voulait à Donald Trump. Alors, je ne sais pas s'il en voulait à Donald Trump, on ne connaît pas les raisons de cette fuite, mais enfin clairement c'est une fuite. C'est ce que dit la Maison-Blanche, mais c'est ce que disent aussi tout simplement les gens qui l'ont publié. C'est-à-dire le New York Times comme CNN ont parlé de fuite. Ils ont expliqué qu'avoir reçu ce rapport qui était classé confidentiel défense, ultra confidentiel défense, et qu'ils l'ont détaillé simplement parce qu'ils l'ont lu. Donc une fuite, ça c'est sûr qu'il y en a une. Que la Maison-Blanche soit très très énervée, ça aussi on le comprend. Si vous voulez, Donald Trump nous fait un caprice de divin, c'est un peu la Castafiore. C'est-à-dire il veut les fleurs et il veut les applaudissements du public. Il est venu d'ailleurs à l'OTAN pour ça. Et il y a une fuite est en train de lui gâcher la fin du spectacle et son aria. Donc non. Chez Gul, certes, Téhéran dit le programme nucléaire a été considérablement endommagé. Et c'est ce que disait Anthony. On peut se poser la question. Quelle fiabilité accorder à ce que dit aujourd'hui Téhéran sur ce programme nucléaire? Mais quelle fiabilité à accorder à quel que soit l'acteur israélien, américain, je dirais l'Union européenne, mais c'est presque silence radio de leur part. Non, ce qui est intéressant, c'est que tout est une question de stratégie. C'est-à-dire que les Américains font ce que les Américains font toujours, c'est-à-dire de dire « It was amazing ». C'est pas quelque chose qui a commencé avec Donald Trump. Moi, je me souviens très bien, j'étais sur le terrain, à la frontière turco-iranienne, quand Joe Biden et donc les Américains sont partis de l'Afghanistan en août 2021. Merci Anthony, 2021. Ça passe vite, hein. Et surtout quand il y a autant de chaos. Et donc, à l'époque aussi, vous vous souviendrez que c'était un vrai chaos là, et un fiasco militaire, la sortie des Américains après 20 ans de l'Afghanistan. Et c'était présenté par le président américain à l'époque comme quelque chose qui a été complètement mission accomplished. La mission a été accomplie. Donc ça, c'est toujours la façon de vendre des Américains, quel que soit le président. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je suis complètement d'accord avec mon collègue qui est toujours on the dot sur le point, c'est-à-dire que les Iraniens, il faut en un sens qu'ils essayent de trouver, je pense qu'ils sont sous le choc en réalité, tout à fait. Comme nous tous, et qu'en réalité, ils sont en train d'essayer de trouver un raisonnement, c'est-à-dire que oui, on a pu fuiter en un sens des 400 kg d'uranium. Non, on n'a pas pu. Après, l'Israël, il y a aussi ça. Est-ce que cette cessez-le-feu est quelque chose qui va tenir la route? Moi, je pense qu'elle est, comme toutes les cessez-le-feu, elle est assez fragile. Et donc, il y a les Israéliens qui disent « Attendez, on va attendre un petit peu de voir si vraiment ça aboutit. Ça aboutit, parce que sinon, on va réengagé sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire au moins, alors pas forcément anéanti, hein, on a titré comme ça cette émission, mais au moins retardé, ça, factuellement, on peut le dire. Alors c'est très comique, encore une fois, on va passer de comique en comique, hein, de comique troupier à comique de situation. Parce que là, en fait, le rapport en question, pour ceux qui on l'a tous lu, dit, écoutez, les Israéliens... C'est un rapport qui a fuité à CNN et à New York Times. Voilà, ce fameux rapport de là, alors j'ai noté, c'est parce qu'il y a des tas d'agences américaines, c'est la Defense Intelligence Agency qui dépend du Pentagone, a noté que les Israéliens eux-mêmes étaient déjà parvenus, sans même l'intervention des Américains, à retarder le programme nucléaire iranien, son enrichissement d'uranium, de 3 à 6 mois. Et la seule valeur ajoutée qu'auraient apporté les bombes américaines, c'est aller de 3 à 23 mois, à 24 mois de plus. Mais on sent bien qu'il y a... En fait, ce qu'ils disent, ce qui est très précis, ils disent, écoutez, a priori, on a bien scellé l'entrée de Fordo, c'est-à-dire, grosso modo, les bombes ont servi à fermer la porte, on ne peut plus accéder, il faut faire un trou. Mais les infrastructures à l'intérieur n'ont pas été affectées, ni en attente d'ailleurs. Et il semble que, effectivement, les Iraniens soient sous le choc, que de toute façon, réorganiser tout ça prendra du temps. Donc on sent bien que c'est réorganiser des choses qui n'ont pas été détruites. Ça, c'est ce que dit ce pré-rapport. Mais je tiens à souligner que le rapport dit aussi qu'ils n'en savent rien. C'est-à-dire, ils disent surtout, il faudra vraiment attendre d'autres rapports pour infirmer ou confirmer ce que nous avons déjà vu sur les images. Et il y a quand même cette histoire des 40 kg d'uranium enrichi. 400, pardon, oui, effectivement, 400, c'est un petit peu plus. C'est 400.
personne ne sait où il se trouve aujourd'hui, ou certaines personnes le savent et ne le disent pas. En quoi c'est important de savoir où il se trouve? Parce que tout est une question de... Est-ce que cette guerre a été une guerre juste de 12 jours? Est-ce que ça a été une guerre préemptive qui était comme l'Irak en 2003? Et bien sûr, ce qu'on est en train de voir, est-ce que vraiment l'Iran était une menace à Israël et entre guillemets à la région et entre guillemets à nous tous et que comme disait le chancelier français, et comme disait le chancelier allemand, que je trouve était très très maladroitement formulé, Netanyahou a eu le courage de faire le sale boulot à notre place. La question, c'est que ce qui avait été... Il faut aussi faire un petit peu regarder le contexte. C'est-à-dire qu'en 2015, quand il y a eu les négociations entre les Américains et l'Iran, que c'était sous Obama, normalement, c'était OK pour qu'il y ait un enrichissement d'uranium de la part de l'Iran qui soit à peu près de 20%, qui peut être utilisé pour des raisons civiles. Voilà. Le problème commence à partir de 60%, qu'on s'approche surtout de 90%, qui peuvent être utilisés pour tout ce qui est nucléaire. Et donc, c'est 400 tonnes militaires, excusez-moi. Et donc, ces 400 kg d'uranium enrichi, où est-elle? Ça peut être, c'est plus de 60% qui peuvent en réalité causer problème. La question, c'est qu'en réalité, on est complètement en dehors du droit international. Aujourd'hui, c'est comme de la boue et on arrête de s'enfoncer. C'était Israël qui était enfoncé. Je ne dis pas que l'Iran était le paradis sur Terre, quoi qu'il le pense. Depuis très longtemps, le gouvernement, le régime des mollahs. Mais en même temps, ce que Israël est en train de faire, c'est d'essayer de tirer les États-Unis de Trump dans cette boue afin de s'enfoncer de plus en plus. Et je crains que ce silence dont je parlais des Européens, c'est aussi cette lenteur en un sens de réponse, c'est ne pas savoir dans quelle direction y aller. L'Iran, le régime iranien qui n'est clairement pas un paradis, en tout cas pour nos deux compatriotes retenus en otage par le régime. On va prendre des nouvelles d'eux. Cécile Collère et Jacques Paris arrêtés il y a déjà plus de 3 ans. Quentin Calmet, il en était question aujourd'hui aux questions d'actualité au gouvernement. Oui, bonjour Steve. Il y a effectivement 2 questions cet après-midi, venues notamment d'une élue alsacienne qui a raconté les mobilisations des proches des otages en Alsace, car Cécile Collère et Jacques Paris étaient originaires du Bas-Rhin, comme cela a été rappelé en séance tout à l'heure. Depuis 3 ans, les 2 Français vivent un calvaire. Noémie Collère, la sœur de Cécile Collère, a maintes fois décrit le calvaire vécu par sa sœur. Une cellule d'1,80 m par 1 mètre, lumière allumée en permanence, pas de livres, 1 ou 2 sorties hebdomadaires dans une petite cour, des conditions insalubres. Écoutez donc l'inquiétude d'Olivia Richard, une sénatrice centriste des Français de l'étranger, tout à l'heure en séance. Les tirs qui ont visé la prison d'Evin augmentent encore notre inquiétude. Malgré les demandes répétées de notre diplomatie, que mon homologue de l'Assemblée nationale, Aïda Hadizadeh, et moi-même avons pu relayer auprès de l'ambassadeur d'Iran à Paris, toujours aucun contact avec eux depuis les frappes israéliennes. Depuis hier, le gouvernement dit qu'il a bien eu l'assurance que Cécile Collère et Jacques Paris n'ont pas été blessés dans cette frappe israélienne de lundi. Pas beaucoup plus de précisions en séance tout à l'heure, mais écoutez les mots du ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad. Je voudrais dans ce moment avoir une pensée particulière pour leurs familles qui vivent un véritable calvaire du fait de la République islamique d'Iran et à cet égard saluer le travail de nos diplomates, de nos personnels consulaires du centre de crise et de soutien qui accompagnent quotidiennement les familles dans cette épreuve. Madame la sénatrice, la politique d'otage d'État de la République islamique d'Iran est une violation du droit international. Nous la condamnons dans les termes les plus fermes. Voilà, enfin, les familles des otages qui dénoncent une pression psychologique effectuée sur les prisonniers depuis des années lors d'interrogatoires, des conditions qui s'apparentent à de la torture, a redit le gouvernement qui a porté plainte contre l'Iran devant la Cour internationale de justice. Steve. Merci beaucoup Quentin Calmet. Anthony, cette diplomatie des otages, on parle beaucoup de diplomatie des otages du régime iranien, elle n'est pas nouvelle. Non, elle n'est pas nouvelle. Depuis 1979. Voilà, elle n'est pas nouvelle. Effectivement, le régime islamique a même été, de la République islamique a même été inauguré sa présence internationale de cette façon. Souvenez-vous, avec les otages américains qui ont été retenus plusieurs années avant d'être libérés, mais vraiment à la limite
de la prise de pouvoir entre Ronald Reagan et Carter à l'époque, il semble qu'il y ait un autre Européen qui a été arrêté tout à fait, enfin la semaine dernière en Iran, c'est-à-dire que non seulement ça ne s'arrête pas, mais ça continue, et qu'effectivement, on a pu être très inquiet pour nos deux otages, pour deux raisons. La première, c'est que d'abord la prison d'Evin a été directement frappée et qu'ils ont dû être terrifiés à l'intérieur. Malgré tout, on comprenne bien d'ailleurs ce qu'Israël voulait faire en dynamitant cette prison, en tout cas à sa porte. Et puis la deuxième raison, c'est donc une raison pour leur vie. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un raidissement du régime en ce moment. Il y a des arrestations partout dans le pays, on y reviendra tout à l'heure. Mais on a donc dans le cadre de ce raidissement, on peut imaginer aussi qu'il y a un raidissement autour de la libération des otages, ou de leur non-libération justement. Quel avenir pour le nucléaire iranien? On va en parler dans un instant. Du côté de l'Elysée, on continue d'appeler à un retour à la négociation. Écoutez Emmanuel Macron. Sur l'Iran, on a un cessez-le-feu. On voit bien combien il est volatile et fragile. Mon souhait, c'est qu'il tienne. Ce cessez-le-feu va s'accompagner d'une évaluation justement des dommages qui ont été faits, ce que je disais tout à l'heure, on clarifier dans les prochaines heures et prochains jours. Et de toute façon, nous devons reprendre un travail diplomatique et technique sur la question du nucléaire. Et donc l'AIEA aura un rôle à y jouer. Évidemment, les États-Unis d'Amérique ont pris le contact, et les Iraniens et les Européens y ont leur place. Parce que nous aurons de toute façon, d'ici à quelques semaines, un choix sur ce sujet à faire, c'est de savoir si le JCPOA est encore un cadre ou pas, puisqu'il existe encore, et nous avons des délais qui continuent à courir, mais des choix qui seront à faire à l'été. J'accueille sur ce plateau Thierry Coville, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste d'Iran. Vous avez signé notamment le livre « L'Iran, une puissance en mouvement », c'est aux éditions Erol. Je vais tout de suite vous faire réagir à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui appelle à la négociation. Est-ce qu'une négociation sur le nucléaire est aujourd'hui encore possible? Est-ce que l'Iran est prêt à s'engager dans ces négociations? Ils étaient déjà en train de négocier avec les États-Unis, donc la réponse est là, quoi, je veux dire. Mais donc toujours, même après ces bombardements, même après ce coup de force? Alors, ce qu'on sait, c'est que le ministre des Affaires étrangères iranien et Witkoff, l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient de Donald Trump, ont continué à discuter au téléphone pendant les bombardements. Et l'Iran avait dit, on est prêt à négocier si les bombardements s'arrêtent, ce qui me semblait la moindre des choses. Et là, c'est la grande question. Ces négociations vont sûrement reprendre. Mais je pense, moi, connaissant un peu les Iraniens, il y a deux options. Je pense qu'à compte tenu de tout ce qui s'est passé, ils tiennent le sujet qui bloquait un peu dans ces négociations avec les États-Unis, c'était quand même pour régler la question nucléaire de manière pacifique, c'était que l'Iran va avoir le droit d'enrichir l'uranium sur son sol. Et les Américains ont changé plusieurs fois d'avis, il faut le dire, et à la fin, ils ont dit non. Et voilà. Et en fait, Donald Trump, j'ai vu lors de son voyage à l'OTAN aujourd'hui, il a dit, avec les journalistes, ah non, plus d'enrichissement d'uranium. Alors s'il commence comme ça, avec les Iraniens, il dit vous n'avez pas le droit d'enrichir l'uranium, je pense que là... Ça, c'est une condition non négociable pour les Iraniens. Ils tiennent là-dessus depuis quasiment 20 ans. Et pour eux, l'idée, c'est que, en plus, si vous voulez... On parlait du JCPOA, il faut dire aussi au téléspectateurs... L'accord signé en 2015. L'accord 2015, c'est que l'Iran s'engage en 2015 jusqu'en 2025 à enrichir de l'uranium à un niveau pacifique, donc 3,7%, pour produire du combustible qui sera utilisé dans des réacteurs pour produire de l'électricité. Et ça, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, c'était vérifié par l'AIEA. Donc, ils l'ont fait, et c'est ce qu'ils ont dit à Trump. Nous, on est prêt à faire ça, on est prêt à donner toutes les garanties que vous voulez, contrôlées par l'AIEA, que notre programme nucléaire n'aille pas vers le militaire. Donc, on en est là. Je pense que la position iranienne n'a pas vraiment changé. Est-ce qu'ils vont céder ? Connaissant les Iraniens, ils ont sûrement envie de céder parce qu'ils aimeraient bien une levée des sanctions qui ébranlent l'économie iranienne. D'un autre côté, ils ont un peu d'honneur quand même. Donc leur demander de céder maintenant alors qu'ils se sont fait bombarder pour une cause... Si je vous entends bien, rien n'a changé. C'est-à-dire que oui, mais pourquoi une guerre alors? Excusez-moi, bêtement. Oui, non, c'est une vraie question. C'est que rien n'a changé. On est au même stade avant, après les bombardements. Je pense qu'il y a une chose qui a changé et c'est là où ça peut basculer au moins au début. C'est la confiance que les Iraniens ont face à l'AIEA. C'est-à-dire que l'AIEA... l'énergie atomique, pardon. Oui, tout à fait, non, je vous en prie, est supposée être une organisation de l'ONU qui est impartiale. Or, les Iraniens, avec ce qui s'est passé dernièrement, avec l'incapacité des institutions internationales de faire quoi que ce soit, est en train, je pense, de perdre un petit peu de confiance sur cette impartialité de cette organisation, afin de venir sur son terrain, afin de voir si tout est fait de la façon dont ça doit être. Ça, c'est la première chose.
chose. Deuxièmement, dans le clip que vous avez passé de M. Benjamin Haddad au sujet des otages, dont il parlait de la loi internationale, et que les otages étrangers doivent être protégés d'une façon plus ou moins humaine, etc., en prison, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que normalement, selon la loi internationale, cibler une prison, comme cibler un hôpital ou un camp de réfugiés ou des écoles, tout ce que Israël est en train de faire depuis 20 ans à Gaza, mais aussi en Iran, est une violation de la loi internationale. Donc il ne faut pas oublier que la loi internationale, quand ça vient aux otages français ou au cas d'Israël avec un hôpital qui a été visé, doit être valide aussi quand c'est fait sur le champ de l'Iran ou de Gaza. Non, juste ajouter une petite chose. Tout le monde se nucléarise dans la région. C'est-à-dire tout le monde les Émiratis sont en train d'inaugurer et se pensent à construire une deuxième centrale. Vous avez la Turquie qui est en train d'achever la sienne. Vous avez l'Arabie Saoudite qui est en train de penser à en construire une, parce qu'il n'y a pas de raison que les Émiratis... On parlait de nucléaire civil. On parle de nucléaire civil. Il n'y a pas de raison que les Émiratis en aient une et pas eux. C'est sûrement comme ça que ça se passe. C'est pas les seuls. L'Égypte est en train de construire aussi une centrale nucléaire. Donc tout le monde, à terme, aura non seulement les capacités nucléaires, civiles, mais se posera aussi la question de savoir s'ils doivent enrichir ou pas. Pour l'instant, la question ne se pose pas, parce qu'ils sont dans le cadre de l'AIEA et qu'ils ne l'ont pas demandé officiellement. Mais les Iraniens ont bon jeu de dire qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas eux aussi, comme tous les autres dans la région, un nucléaire civil. Mais nucléaire civil, je crois, si je me trompe, vous me le dites, mais je crois que Trump ne rejette pas le nucléaire civil iranien. C'est au-dessus de 3%. Mais non, attendez. Non, il rejette toute capacité d'enrichissement d'uranium. Au-dessus des capacités. Non, même 3,7%. Il ne dit pas d'enrichissement d'uranium du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces sites d'enrichissement d'uranium ont été bombardés. Donc l'idée c'est on rase tous les sites d'enrichissement d'uranium par la force. Et là on dit aux Iraniens pas de site d'enrichissement d'uranium du tout. Or si les Iraniens ont des sites d'enrichissement d'uranium civils, c'est parce qu'ils ont des gisements d'uranium. Ce que n'ont pas ni les Émiratis, ni les Égyptiens, ni les Turcs, ni les Saoudiens. Donc il y a une logique à vouloir, quand on a un nucléaire civil, à vouloir maîtriser l'ensemble de la filière. Bon, ça c'est du côté pour être gentil avec les Iraniens. Ouais. Donc il y a une logique à ça. La deuxième, maintenant, ils sont quand même là dans une situation extrêmement compliquée. C'est-à-dire ils ont été battus aux yeux et au su de leur propre population. La guerre a été... Enfin, la guerre, si on peut appeler ça une guerre, parce qu'une guerre sans soldats, c'est une guerre. Enfin bon, la guerre, les opérations militaires ont été remportées brillamment. Je dis ça parce qu'il n'y a objectivement pas eu la réponse qu'on pouvait attendre d'un pays de 90 millions d'habitants qui était doté d'une capacité balistique et éventuellement à l'avenir d'une capacité nucléaire. Donc en fait, l'Iran est battu, l'Iran est humilié, son régime est probablement en partie ébranlé. On le voit d'ailleurs à son raidissement à l'intérieur, au fait qu'il y a, de l'aveu du régime même, 700 arrestations qui ont été conduites. On va y revenir, je sais que vous voulez en parler. Oui, je tiens à y parler. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ils ont peut-être l'occasion ou jamais de mettre en pratique ce que le guide suprême avait défini comme étant la flexibilité héroïque, c'est-à-dire, grosso modo, sauf qui peut le régime. Et dans ces cas-là, on signe n'importe quoi, comme en 88, le plus vite possible, un cessez-le-feu, pour pouvoir ensuite ne pas injurier l'avenir. Thierry Coville, j'aimerais vous faire réagir à ce qui vient d'être dit. C'est vécu comme une défaite à l'intérieur du peuple iranien aujourd'hui, au sein du régime. Je ne suis pas trop d'accord, mais c'est pas contre vous. C'est pour ça que je vous fais réagir. Quand on dit être gentil avec l'Iran, je ne suis pas trop d'accord, parce que je connais ça depuis 20 ans. Si vous voulez, c'est trop facile. On met autour de la table celui qui est anti-Iran, celui qui est gentil-Iran, et puis finalement, s'il dit des faits... Moi, j'essaye de travailler sur les faits. C'est pour ça que vous êtes... Voilà, de travailler sur les faits. Donc, je ne suis pas trop d'accord. Je pense que, c'est pas un scoop. L'Iran, c'est le cauchemar stratégique qu'ils ont vécu, parce qu'ils n'ont pas d'aviation. Donc, il faut dire, ils n'ont pas d'aviation. Et s'ils avaient effectivement mis en place cet axe de résistance, le guide Ali Khamenei, il avait dit on se bat à l'extérieur de l'Iran pour ne pas se battre à Isfahan. Mais on savait très bien que l'Iran était en position de faiblesse à partir du moment de cet acte de résistance, notamment le Hezbollah, était devenu inefficace. Et ça a très bien marché pendant 20 ans. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas d'aviation, on le sait bien. Il y a eu cet accident de l'hélicoptère du président Raïssi, parce que l'année dernière. Moi, je veux dire, j'ai volé dans des Tupolev en Iran. Je veux dire, c'est l'aviation même civile, il y a beaucoup d'accidents. Donc, il faut le dire. Donc, c'est pas un scoop que l'aviation israélienne soit rentrée comme dans du beurre dans le ciel aérien. D'autre part, en ce qui concerne qui a gagné, qui a perdu, alors moi je connais rien aux affaires militaires, mais je pense qu'il faut être un peu prudent. Les deux objectifs de Netanyahou, c'est quand même la destruction du programme nucléaire iranien. Je pense que vous en avez parlé.
Et le changement de régime, dès que sur le problème nucléaire, vous avez vu le dernier rapport du ministère de la Défense américain. Finalement, on n'en sait rien. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se dit aujourd'hui à l'intérieur du régime iranien ? Personne ne sait. Alors, ce que j'entends dire par la BBC persan, c'est qu'il y a un certain nationalisme qui est monté des jeunes Iraniens qui disaient c'est pas la République islamique d'Iran qui est attaquée, c'est l'Iran. Donc j'ai presque envie de dire, contrairement à ce que voulait Netanyahou, est-ce que vous avez vu un mouvement de foule disant oui super Netanyahou venez nous délivrer, enfin s'il y a quelque chose que les Iraniens font jamais, c'est bien ça. Oui, un agresseur étranger, c'est un agresseur. C'est pas lui qui va décider l'avenir de l'Iran. Deuxièmement, ce qui va se dire maintenant, moi je pense que ça va se jouer, il n'y a pas de force politique organisée en Iran. L'opposition, on peut vous dire ce qu'on veut, elle ne convainc pas la classe moyenne iranienne. Il y a une opposition à l'extérieur, je disais. À l'extérieur, pas à l'intérieur. Il y a une opposition. Alors, je pense que ça va se jouer autour du guide. C'est quand même toujours lui qui prend les dernières décisions. Ça s'affronte beaucoup, en fait, contrairement, on ne le voit pas, mais on sait qu'il y a des affrontements. Il y a les radicaux. Il y a des radicaux, ils voulaient continuer la guerre. Il y a, on va dire, Pezeshkian, l'ancien président Rouhani, avec le président, excusez-moi, qui dit, bon, il y a une certaine unité nationale qui s'est créée. Est-ce que ce n'est pas le moment d'utiliser ce moment pour encourager Pezeshkian à aller plus loin dans ses réformes, absence de censure sur Internet, négocier avec Trump sur lever les sanctions, le voile pour les femmes. Moi, je suis allé en Iran récemment, mais c'est extraordinaire, mais c'est sans précédent. Beaucoup de femmes sortent sans voile. Donc, c'est donc consolider ces... On ne peut pas dire que c'est un régime libéral non plus, on n'est pas là. Écoutez, mais je vous dis d'un pays quand même, regardez ce qui s'est passé il y a 3 ans. Il y a eu 550 morts parce qu'il y a eu protestation des femmes. Donc maintenant, il y a une légère inflexion. C'est pas rien non plus quand on connaît l'Iran. Mais ce léger prend beaucoup de courage afin de le faire, pour qu'une femme puisse faire ça. Non, excusez-moi, je vais terminer, j'arrête. C'est que ça va se jouer dans ces discussions-là. Je pense que ça va se jouer à l'intérieur du régime entre ces deux options. Je pense que c'est très difficile de parler d'humiliation, de gagnants et de perdants, parce que Israël, quand on regarde, quand on prend un pas en arrière, donne l'impression, en tout cas l'Israël de Benjamin Netanyahou, d'avoir pu faire tout ce qu'il voulait depuis des années. C'est-à-dire que Netanyahou, il parlait même à George W. Bush, à Bill Clinton avant ça, à Obama, du fait qu'il voulait, en un sens, qu'il vivait comme une menace, le fait que l'Iran devenait de plus en plus fort en tout ce qui est nucléaire. Mais la sécurité du Moyen-Orient, je ne pense pas qu'il viendra d'Israël. C'est-à-dire que, et je vais vous dire pourquoi, parce que la personne qui est à la tête de ce pays ne pense pas à son peuple, mais est en train de penser à un expansionnisme et à rester à ses propres profits et que ces dossiers ne sortent pas. Aujourd'hui, quand on regarde les guerres que Israël de Netanyahou sont impliquées, il y a la Syrie, donc Golan, il y a bien sûr le Liban avec la Cisjordanie, le Liban et bien sûr maintenant l'Iran. C'est-à-dire que moi ça me fait écho avec ce que mon autre président Recep Tayyip Erdogan, le Turc, avait essayé de faire, c'est-à-dire qu'il était impliqué un petit peu partout, un peu en Syrie, un peu en Irak, un peu en Libye, etc. Et ça ne fait que l'affaiblir en réalité. Mais je ne suis pas d'accord que les États-Unis non plus soient dans une position gagnante que Trump est en train de montrer. On va le voir, je pense même pas dans quelques mois, on va le voir dans plusieurs années. Moi, je me rappelle quand l'un de mes auteurs préférés, Salman Rushdie, a reçu en 1987 le fatwa pour les versets sataniques. On brûlait les livres de Salman, mais on brûlait aussi le drapeau américain qui a ensuite apporté en un sens le 9/11, le 11 septembre. Moi, je pense que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans la région, avec l'implication des États-Unis et d'Israël, peut malheureusement créer une ambiance pareille dans plusieurs années à venir. Vous avez parlé de tout le monde sauf des Européens. Et on va parler justement des Européens. Donald Trump qui se targue d'avoir mis à genoux les Iraniens et imposé un cessez-le-feu aux Israéliens et aux Iraniens. Antonio Berdov, pendant ce temps-là, où est l'Europe ? Oui, Steve, c'est une séquence diplomatique qui, disons-le franchement, a mis à nu l'impuissance du vieux continent. Les Européens ont offert le spectacle de leur impuissance. Dans cette guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, ils ont brillé plutôt par leur absence, à contretemps, à côté de la plaque souvent, à la ramasse toujours. Le symbole le plus cruel, il revient sans doute à Emmanuel Macron. À peine avait-il annoncé l'accélération des négociations avec Téhéran pour trouver une issue diplomatique au conflit que les bombardiers B-2 américains frappaient 3 sites nucléaires iraniens.
Et Trump ne se contente pas en réalité de frapper sans prévenir les Européens, il les méprise ouvertement. L'Europe ne va pas pouvoir aider sur le dossier iranien, a-t-il lancé alors que Français, Allemands, Britanniques étaient réunis à Genève en train de tenter laborieusement de trouver une issue. Grand shérif du globe, seul Trump décrète où, quand et comment finissent les hostilités. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, peut bien appeler à la désescalade, critiquer l'illégalité des frappes. Reste qu'elle parle dans le vide. C'est au mieux romantique et sûrement pathétique. La faute aux Européens, quelle responsabilité ? En Ukraine, déjà, les Européens ont montré leurs limites depuis 3 ans. Ils n'ont pas les moyens, pas la volonté non plus de faire basculer le rapport de force militaire en faveur de Kiev. Mais cette fois, l'Iran a agi en peu de temps, en très peu de temps, comme un révélateur acide. La diplomatie molle sur l'enrichissement de l'uranium ne fonctionne plus quand les règles les plus élémentaires du droit international sont à ce point bafouées. Surtout, les Européens se sont disqualifiés par leur incapacité à parler d'une même voix. Et de ce point de vue-là, Allemands et Français n'y sont pas pour rien. À Paris, Jean-Noël Barrot assure que seules des négociations strictes sur le nucléaire iranien peuvent apporter des solutions durables, qu'il n'y a pas de solution militaire à ce problème. C'est ce qu'il a dit jusqu'au dernier moment. Pendant ce temps, en Allemagne, on avait donc Friedrich Merz, vous le rappelez tout à l'heure, qui applaudissait les frappes américaines et qui avait précédemment estimé que les Israéliens faisaient le sale boulot. La cacophonie est totale et donc la crédibilité à peu près proche de zéro. Est-ce que les Européens peuvent tenter d'apprivoiser, s'il est possible d'apprivoiser, Donald Trump ? La vraie question, Steve, c'est faut-il se résigner à plier devant tous les désirs de la Maison-Blanche? Le sommet de l'OTAN à La Haye nous fournit des premiers éléments de réponse. Venu exiger que les Européens engagent 5% de leur PIB dans les dépenses de défense, Donald Trump a obtenu un SMS du secrétaire général de l'OTAN, le néerlandais Mark Rutte, qu'il a brandi d'ailleurs comme un scalp. L'Europe va payer massivement. Nous voilà donc servis. Tant que les Européens ne feront que quémander une place à la table, il y a de bonnes raisons de penser qu'ils resteront le menu du jeu américain. Merci beaucoup Antoine. Thierry Coville, quel regard on porte en Iran sur les efforts européens, si on peut parler d'efforts, puisqu'il y avait des efforts avant le bombardement américain, sur les efforts européens engagés pour renouer une négociation? Est-ce qu'il y a une crédibilité européenne? Ou est-ce qu'on dit on s'en fout, il faut parler avec non, mais c'est le hasard, j'étais à une conférence en Iran, justement, le sujet c'était excusez-moi, relations États-Unis, Iran, Europe. D'accord. Et alors oui, j'en avais marre, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas appris? Il n'y avait pas beaucoup d'Européens dans les salles. À la fin, j'en avais marre. Chaque fois, il y en a un qui venait. Donc l'Europe, la principale critique, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Il a fait un excellent discours. Il a dit, alors les Européens, le problème que vous avez, c'est vous êtes soi-disant l'ensemble des normes. Donc pour vous, ce qui est important, c'est les normes, les droits de l'homme, le droit international, et vous voulez imposer ces normes au reste du monde. Et il dit, mais là, c'est trop, là, maintenant. Gaza... Les droits de l'homme, écoutez, arrêtez d'en parler. Alors, le droit international pour les Iraniens, et je voulais insister sur un point, parce que Emmanuel Macron a rappelé lors de, je crois, de la conférence de presse en Norvège, oui, mais attention, nous, quand Trump est sorti de l'accord en mai 2018, on a protesté. Mais justement, là, je pense que c'est un point clé, et j'aimerais bien que les gens, les médias, travaillent là-dessus. Ça ne suffit pas de protester quand les États-Unis ne respectent pas le droit international. Si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce que les Européens, ils ont fait que parler. C'est bien de parler, de dire droit international. Parler sans avoir recours à la force. Excusez-moi, attendez. Non, il y a un problème avec ce qu'on appelle le côté extraterritorial des sanctions, parce que Trump, il a dit quelque chose de bien. Je sors de l'accord, donc... En tant qu'entreprise, si vous faites des affaires avec l'Iran, vous ne pouvez plus faire des affaires avec les États-Unis. Ce que je pose comme question, les Chinois, ils ont continué à travailler avec l'Iran. C'était si compliqué pour nous de trouver... Ils ont trouvé des petits raffineurs privés qui achètent le pétrole iranien qui n'ont aucun intérêt aux États-Unis. Ils ont trouvé des banques chinoises qui n'ont aucun intérêt aux États-Unis. C'était si compliqué de faire ça pour nous. C'est exactement... vous parlez d'or parce que c'est exactement sur quoi je voulais revenir. La crédibilité des Européens s'est éteinte au lendemain où Trump, le jour où Trump a déchiré les accords trouvés avec l'Iran sur le nucléaire. Pourquoi? Pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait fait des grandes promesses. Je me souviens encore, Angela Merkel s'était engagée à trouver un moyen de cantonner de l'argent pour pouvoir continuer à investir en Iran, trouver peut-être un véhicule qui sorte du dollar. Enfin, grosso modo, beaucoup de paroles pour rien. Les Iraniens avaient pu constater que les Européens, finalement, d'abord, pas seulement les gouvernements européens, mais surtout les entreprises européennes, s'étaient caratapées, n'avaient surtout pas voulu engager ou fâcher les États-Unis parce qu'elles avaient toutes des affaires aux États-Unis. C'est justement le problème. En fait, alors, on peut tonner contre, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que les États-Unis et l'Europe sont tellement imbriqués qu'avant de les désincarcérer l'une l'autre, il faudra passer par une période humiliante pendant laquelle nous devrons
nous serons les affidés des États-Unis. C'est ce que les Européens doivent. Alors, je pourrais réagir à votre éditorial qui était excellent. Et j'ajouterais seulement que les Européens ne peuvent rien faire en ce moment. Il est encore trop tôt et on ne peut pas se désincarcérer comme ça de la défense américaine, de l'économie américaine et du roi dollar. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant aux conséquences politiques éventuelles de cette guerre, de ce conflit de 12 jours. En tout cas sur le régime iranien, avec ce tweet que je vous montrais de Roger Karoutchi, le sénateur LR, membre de la commission des affaires étrangères, qui parle de ce qui se passe actuellement en Iran. En 48 heures, le régime des Mollahs a arrêté plusieurs centaines d'Iraniens soupçonnés d'être des espions. Plusieurs milliers sont convoqués devant une justice expéditive et les pendaisons se succèdent. Le régime va écraser toute velléité de liberté et l'Occident détourne le regard. On assiste à une vague de répression. Alors, on n'en parle pas tellement, parce qu'on n'a peut-être aussi pas beaucoup d'informations. On assiste à une vague de répression aujourd'hui en Iran. Oui, malheureusement, c'est ce que Anthony, je pense qu'il y a quelques minutes, avait commencé à dire, c'est-à-dire que ce qui est très désolant, c'est que, en un sens, quand le régime iranien, s'il se sent agressé, affaibli, ils vont essayer de tenir autant qu'ils peuvent le pouvoir et donc de se durcir. Je l'ai vu ça malheureusement en Turquie, qui est devenue une autocratie. L'Iran est passé beaucoup plus loin que cela. Mais ce qui est désolant, c'est que j'entendais des dirigeants israéliens depuis quelques jours qui disaient « Nous avons ciblé d'une façon exceptionnelle la prison d'Evin afin de la porte même, afin de donner le symbole, le signal aux Iraniens que nous sommes là et qu'ils peuvent, en un sens, casser la porte et partir. » Le problème, c'est que derrière ces portes, cette répression, ces tortures c'est sont en train politiques. C'est en train de continuer. Après, le bilan humain, il faut en parler quand même. Cette guerre de 12 jours, en un sens, il y a eu plus de 450 morts du côté iranien, plus de 30 morts du côté israélien. Et depuis vraiment ce qui se passe à Gaza, c'est quand même plus de 55 000 morts et je pense que les chiffres sont beaucoup plus. Donc bien sûr que cette répression va continuer. Donc la libération du peuple par les Américains ou les Israéliens ne se fera pas en Iran par un autre régime. Et surtout dernièrement, Femmes, vie, liberté qu'on a vu énormément. Les femmes en Iran, de ce que moi j'entends de quelques contacts que j'ai à Téhéran, ils sont en train de dire nous, on peut nous-mêmes nous libérer. Merci sans beaucoup, arrêtez. Thierry Coville, sur ce dont parle le sénateur Roger Karoutchi, est-ce que vous avez écho d'un durcissement aujourd'hui du régime iranien? Je ne peux pas parler de fuite en avant, mais est-ce qu'on n'en est pas loin? Je suis d'abord très gêné par ce type de déclaration parce que une ONG basée à Washington, donc on ne peut pas dire qu'elle est proche du régime, dit 950 morts, dont effectivement civils et militaires. Et parmi ces morts, j'aimerais bien, je ne sais pas si M. Karoutchi a fait une déclaration sur une guerre illégale pour un motif qui n'existe pas. Mais ça, c'est pas la question. Non, mais je veux dire, il y a eu 950 morts, c'est bon. Et il y avait parmi ces morts des femmes et des enfants, et des femmes sans doute, d'après ce que j'ai compris, une poétesse qui se battait pour Femmes, vie, liberté. Donc, si vous voulez, il y a 3 ans, on nous vend un Iran. Dans la rue, tous les artistes se coupent les cheveux, etc. Ensuite, une guerre illégale, etc. Les mêmes artistes, j'aurais bien aimé qu'ils protestent contre les... Mais sur vraiment la réaction... Alors la réaction, d'après ce que j'entends, moi je dis il faut être très prudent, je me base sur les faits. D'après ce que j'entends, quand même, si vous voulez, il y a une telle pénétration. Rappelez-vous ce qui s'est passé le premier jour. Ils savaient où habitaient les chefs des passes d'Aran. Donc il y a quand même une grande inquiétude. C'est les agents du Mossad. Voilà, il y a une grande inquiétude en Iran sur la pénétration des chefs du Mossad. Donc il faut être prudent dans ce qu'on dit. Par exemple, il y a 3 Iraniens... Moi, attention, expliquer n'est pas justifié. Donc il y a 3 Iraniens qui ont été arrêtés du côté de l'ouest de l'Iran. Alors c'est un vieux dossier. Il semblerait qu'ils aient collaboré pour faire entrer de matériel militaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a permis d'assassiner ce qu'on appelait le père du programme atomique militaire iranien, Farizadeh, début de 2021, je crois. 2020, donc voilà. En tout cas, donc se dire effectivement, par exemple, à BBC Perchan, j'ai écouté, il y a une grève des camionneurs juste avant, etc. Il y avait le président du syndicat qui disait « Ah oui, un certain nombre de camionneurs étaient travaillés pour le Mossad ». Donc les dirigeants iraniens qui sont déjà plutôt soupçonneux, on va dire, de l'étranger, vous imaginez dans quel état ils sont. Donc c'est pas pour justifier ce qu'ils font, mais je pense, effectivement, vous avez raison de signaler, il y a la peur en Iran, dans la population, c'est que ils utilisent ce prétexte pour, effectivement, aller plus loin sur la répression. On revient au débat entre radicaux et modérés qui a lieu, sans doute, en ce moment. On a des chiffres, tout simplement parce que le régime iranien l'en donne.
ils ont expliqué qu'ils avaient arrêté 700 personnes. Je cite les chiffres iraniens. Depuis une dizaine de jours, ils ont exécuté hier 3 personnes qu'ils disent estimer liées avec le Mossad, et c'est la deuxième fois qu'ils exécutent depuis 10 jours, puisqu'on est maintenant à 6 morts. 6 exécutions. Hein. Le régime iranien exécute beaucoup. Oui, c'est vrai. Il exécute beaucoup, il fait partie de ceux qui exécutent le plus au monde. Donc on ne peut pas imaginer que 700 personnes ont été arrêtées, avouées par le régime, et qu'elles soient toutes liées au Mossad. Vous dites qu'en fait, le régime prend prétexte un peu des deux, mon capitaine. Un peu des deux. C'est-à-dire, à la fois, ils sont complètement parano, et deuxièmement, ils s'en saisissent comme prétexte. Et s'ils avouent 700 personnes, c'est qu'à mon avis, il y en a beaucoup plus. C'est pas, encore une fois, mon avis. Mais ce que j'essaie simplement de dire, c'est qu'effectivement, le régime est fragilisé. Ça, tout le monde est capable de l'admettre. Le régime a été battu militairement. Enfin, on peut en discuter pendant des heures. Mais le régime a besoin de se ressaisir. Il a aussi besoin d'assurer ses arrières et de faire des exemples pour montrer à la population qu'il tient encore les rênes du pays. Que ce soit par les Bassidj, que ce soit par les Pasdaran, ou encore par toutes les structures politiques et sécuritaires du régime. Donc ces arrestations qui se multiplient, et encore une fois, ce sont des témoignages locaux, hein. Et c'est les 700 chiffres en question, c'est les chiffres du régime. Ces exécutions spectaculaires qui ont été faites hier, je crois que c'est même, oui, c'était hier. Un exemple. C'est clairement pour prévenir la population qu'il n'est pas question de moufter. C'est ça, ça veut dire. C'est pour ça que la rhétorique qu'on entend en France dans la représentation politique est parfois assez gênante. C'est qu'en fait, reprenant la rhétorique du libérateur extérieur, on nous a fait croire qu'effectivement, dès lors que des bombes déferleraient sur le régime, il y aurait, je mets évidemment cette expression entre guillemets, une fenêtre d'opportunité pour les reliquats des contestataires du mouvement Femmes, Vie, Liberté pour s'engouffrer dans cette fenêtre d'opportunité et renverser le régime. C'est pas ce qui se produit, et quand on entend des personnalités dire que la région est plus sécure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 12 jours... D'accord, à courte vue, mais... Permettez-moi de citer Robespierre, tout simplement, qui disait dans son discours sur la guerre, c'était en 1791, je crois, je l'avais déjà cité ici, les peuples n'aiment pas les émissaires armés. Les peuples n'aiment pas les émissaires armés. Donc pas de libération par l'opposition, par d'éventuels opposants aujourd'hui au régime. C'est ça, c'est quelle est Thierry Coville aujourd'hui la réalité de cette opposition? On en parlait juste avant que vous arriviez. Et on parlait aussi de cette opposition qui est souvent en diaspora, à l'étranger. Quelle est aujourd'hui la réalité de cette opposition? Et je crois que même le président, il est considéré comme un réformateur. Oui. Quelle est sa place aujourd'hui au sein du régime? Alors, la société iranienne, mais je pense que vous l'avez déjà dit, a un haut niveau d'éducation. Si vous voulez, quand j'entends qu'on bombarde, si vous voulez, ça me fait presque de la peine, quoi. Je veux dire, on n'est pas au Moyen-Âge où il y a une petite prison, une porte et les prisonniers vont sortir. Donc c'est un haut niveau d'éducation. L'indice STEM, moi, c'est pas, voilà, de nouveau, c'est des faits. C'est l'UNESCO, c'est le pourcentage de femmes qui ont des diplômes dans les mathématiques, ingénieurs, etc. C'est 70% en Iran. 70%. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez effectivement une minorité qui soutient le régime, les magas iraniens, une minorité qui haït le régime, et c'est vrai, ça existe. Et au milieu, vous avez la classe moyenne iranienne qui tient le pays, fonctionnaires, ils tiennent le pays, ils sont très nationalistes. Et évidemment, moi j'ai fait une petite enquête sur les entreprises familiales iraniennes en 2014. Ils veulent la démocratie, ils veulent l'état de droit. Mais enfin, ils voient ce qui s'est passé en Irak, ils voient ce qui s'est passé en Syrie. Ils veulent que ça se passe de manière pacifique. Ils ne veulent pas que leur pays tombe dans la guerre civile. Donc, si vous voulez, donc effectivement, il y a un autre élément de guerre civile. Il y a un risque. Non, mais je veux dire, quand vous habitez en Iran. C'est pas la Suisse, de l'environnement. Donc, vous voyez ce qui s'est passé en Irak. Ils sont à côté de l'Irak. Depuis la fin de Saddam Hussein, ils détestaient Saddam Hussein. Mais ils ont vu ce qui s'est passé, la naissance de l'État islamique. L'Iran a quand même subi aussi des attaques de l'État islamique. Deuxièmement, un élément aussi important, c'est que dans les éléments, un journaliste, Christophe de Bellègue, l'avait bien expliqué, qui explique pourquoi le mouvement Femmes et Vie Liberté, qui représentait quelque chose de très important, n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'y avait pas vraiment de projet politique. C'est que cette classe moyenne iranienne, elle ne voit pas d'alternative politique à la République islamique d'Iran, même si elle ne l'aime pas, la République islamique d'Iran. Donc il faudrait d'abord qu'elle voie une alternative, parce qu'on lui dit d'aller au front, mais quelque part, ils ont fait la révolution en 79. Ils ne savaient pas ce qui allait leur tomber dessus. Donc c'est facile de leur donner des leçons quand on n'est pas en Iran. Mais pour l'instant, ils préfèrent courber le dos et voir ce qui va se passer. Je vous laisse le mot de la fin sur ce mouvement Femmes, Vie, Liberté. Qu'est-ce qu'on en sait? Quel est aujourd'hui l'état du mouvement en Iran? Mais elle continue. Moi, je pense que c'est pas parce qu'en Occident, on ne parle pas beaucoup de l'opposition en Iran ou bien dans d'autres pays où la répression continue d'une façon très dure que l'opposition ne continue pas. Parce que
Comme vous disiez, le fait qu'il y ait des tracteurs, des agriculteurs qui sont dans les rues, le fait qu'il y ait quelques femmes qui enlèvent ce bout d'enfermement sur ses cheveux, ça en dit beaucoup. C'est déjà un énorme pas. Mais moi, ce que je voulais dire, et ce qui m'a brisé mon cœur et ma journée, c'était quand j'ai vu à la télé Mark Rutte, qui est le secrétaire général de l'OTAN, au sommet de l'OTAN, pendant le press conference, la conférence de presse avec Donald Trump, et où il était en train de dire « Mais Donald, je voulais te remercier devant tout le monde, c'est grâce à toi qu'on va avoir les 5%, mais Donald, c'est grâce à toi qu'on est sous sécurité. » Et on parlait de courber le dos, là c'était plus que courber le dos. Et donc les Orientaux... dans le sens du bravo, poil. et c'est les Orientaux, c'est les Iraniens qui sont quand même un peuple très fier et qui disent « Si c'est pour devenir ça, je ne suis pas sûr que je veux la démocratie à leur façon. » Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci Achille Goulcert, merci beaucoup Thierry Coville et merci Anthony Bélanger. Antoine Berdoff, vous restez avec nous pour ce second débat. Merci à tous les trois.